On va commencer. Alors, bonsoir à tous. Au nom de la Société tunisienne de sexologie clinique, on souhaite la bienvenue à tous les participants et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation de participer à ce premier webinaire. Dans le cadre de l'activité scientifique de la Société tunisienne de sexologie clinique, notre société a organisé une série de rencontres scientifiques en distanciel par webinaire intitulée Controverse en sexologie clinique. Et ce soir, donc, on va ouvrir le bal avec ce premier webinaire intitulé Dysfonction érectile, quel UP2.5 pour votre patient. Donc, comme vous le savez tous, la dysfonction érectile est une dysfonction sexuelle très fréquente. D'ailleurs, c'est la dysfonction sexuelle la plus étudiée et dont la prise en charge a été révolutionnée, bien sûr, par les CPD5. Sur le marché tunisien, donc aujourd'hui, on dispose de deux molécules, le sildenafil avec le générique et le princeps, et le tadalafil avec les génériques. Ces deux molécules, en voyant un petit peu la bibliographie, ce sont les deux molécules les plus efficaces par rapport aux autres molécules des PDE5, et aussi ce sont les deux molécules les plus prescrites au monde, donc dont l'importance de ces deux molécules. Donc, l'objectif de notre webinaire aujourd'hui, c'est comment choisir entre le sildenafil et le tadalafil pour la prise en charge de la dysfonction érectile de votre patient. Et pour répondre à cette question, donc, nous avons avec nous deux éminents experts, Dr Inès Esquim, endocrinologue sexologue de libre pratique à Sousse. Donc, elle va nous parler de la place du sildenafil. Et après, donc, il y a avec nous aussi donc, le professeur Abdelrazak Zouika, qui est urologue, andrologue au service d'urologie de l'hôpital Charles-de-Gaulle et professeur de la faculté de médecine de Tunis, et qui va donc présenter les indications et les schémas thérapeutiques de tadalafil. Alors, avant de passer la parole au docteur Inès Esquim, on va commencer par un cas clinique et suivi d'un QCM. C'est des questions à choix unique, ce n'est pas des questions à choix multiples. Et vous allez donc voter. On va faire un petit sondage pour voir un petit peu la pratique des uns et des autres. Donc, on va passer, dernière remarque, excusez-moi, pour les questions. Donc, vous avez en bas la rubrique Q et R. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans cette rubrique-là. Donc, on va passer au cas clinique. Alors, donc c'est un patient qui est âgé de 62 ans,
Il est retraité, il a travaillé comme fonctionnaire au ministère des Finances. Il est marié depuis 26 ans. Il a 3 enfants vivants. C'est un monsieur qui est ancien tabagique, qui est sevré depuis 12 ans. Il a une hypertension artérielle bien équilibrée, il n'est pas diabétique. Donc, il est amené par sa femme à la consultation. Il n'était pas seul. Le motif de consultation, c'était une dysfonction érectile. Donc, l'interrogatoire montre que cette dysfonction érectile évolue depuis 3 ans. Ça a débuté à un moment de difficulté professionnelle avec une pré-retraite qui a été proposée, refusée, puis acceptée. Et puis, une installation brutale. Et puis, il a eu des hauts et des bas avec des rapports avec une érection normale, alternant avec des absences d'érection. Depuis 1 an, il y a une aggravation manifeste et progressive de cette dysfonction érectile avec absence totale d'érection depuis 3 mois. Il a préservé quelques érections nocturnes et matinales, mais de qualité médiocre. Il n'a pas d'autres troubles sexuels associés, il n'a pas de troubles du désir, il n'a pas de troubles de l'éjaculation ni de l'orgasme. Sa femme âgée de 50 ans, elle est ménopausée, mais elle est encore demandeuse. Il n'y a pas de conjugopathie, le couple est stable. L'examen clinique, on n'a rien retenu, c'est un examen clinique qui est normal. Mais le monsieur, il semble très affecté par ce problème, il est anxieux, et surtout, il a peur du regard de son épouse. Alors, la première question, qu'est-ce que vous lui proposez? C'est un choix unique. Est-ce que vous lui proposez le sildenafil à 50 mg à la demande? Est-ce que vous lui proposez le sildenafil 100 mg à la demande? Est-ce que vous lui proposez de tadalafil 10 mg à la demande? De tadalafil 20 mg à la demande? Ou de tadalafil 5 mg par jour? Donc, vous pouvez voter. Donc, on peut lancer le vote. Voilà. Donc, la majorité des participants, c'est-à-dire 37%, ont voté pour le sildenafil 50 mg à la demande. Donc, je vais noter tout ça parce qu'on va reposer les mêmes questions après. Alors, 7% des participants ont voté pour le sildenafil 100 mg. Pour le tadalafil 10 mg, 16% des participants. Tadalafil 20 mg à la demande, 6%. Et pour le tadalafil prise quotidienne 5 mg par jour, c'est 34%. Donc, on est entre le sildenafil 50 mg à la demande et le tadalafil 5 mg par jour. Donc, on va passer pour la deuxième question. Alors, pour ceux qui ont voté de sildenafil, en cas d'échec de sildenafil, toujours choix unique, vous associez des fortifiants, vous augmentez la dose de sildenafil. Si vous avez commencé par une dose de 50 mg, vous changez de molécule, donc vous allez passer au tadalafil 20 mg à la demande, ou bien au tadalafil 5 mg par jour, ou bien de tadalafil 5 mg par jour associé au sildenafil 50 mg à la demande. Donc, vous pouvez voter. Donc, je vous rappelle, c'est un monsieur de 62 ans, il n'est pas diabétique, juste il est hypertendu, dysfonction érectile d'installation progressive depuis 3 ans. Depuis 3 mois, il n'a plus d'érection. Il n'y a pas de conjugopathie. Voilà. Alors, la majorité ont voté, on va augmenter la dose de sildenafil 50 mg. C'est-à-dire, on va passer de 50
au 100 mg, à 100 mg plutôt. Bien. Alors, 9% ont voté pour l'association des fortifiants. 16% donc, ont changé de molécule, donc ils vont opter pour le tadalafil. Alors, le tadalafil 5 mg par jour, c'est 6%. Et 26% des participants ont voté pour l'association tadalafil 5 mg par jour en association avec le sildenafil 50 mg à la demande. Bien. On va passer à la troisième question. Pour ceux qui ont voté pour le tadalafil à la demande, est-ce que vous associez des fortifiants? Est-ce que vous augmentez la dose, c'est-à-dire vous allez passer de 10 à 20 mg de tadalafil? Est-ce que vous allez changer de tadalafil par le sildenafil de 100 mg à la demande? Ou bien vous allez opter pour le protocole de tadalafil quotidien, 5 mg par jour, ou bien le tadalafil 5 mg par jour associé au sildenafil 5 mg à la demande. Vous pouvez voter. Donc, on attend le résultat du sondage. Voilà. Donc, la majorité vont voter pour l'augmentation de dose de tadalafil, c'est-à-dire qu'ils vont passer de 10 à 20 mg, donc c'est 44% des participants. Seulement 1% qui ont voté pour l'association d'associer un fortifiant au tadalafil. 13% ont voté pour un changement de molécule, c'est-à-dire qu'ils vont passer de tadalafil au sildenafil. 10% ils ont opté pour le protocole de tadalafil en prise quotidienne. Et enfin, 32% ont voté pour le protocole de tadalafil 5 mg par jour avec association de sildenafil 50 mg à la demande. On va passer à la quatrième question. Toujours une seule réponse est juste. Les EP2,5 sont contre-indiqués si l'âge du patient est plus que de 75 ans. Il est contre-indiqué pour les patients asthmatiques. Il est contre-indiqué en association avec les IRS et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de sérotonine qu'on prescrit pour l'éjaculation précoce, car ça majeure les potentiels orthostatiques. Il est contre-indiqué en cas d'encore stable. Il est contre-indiqué en cas de prise des anticoagulants. Une seule réponse est juste. Vous pouvez voter. Bon, la moitié ont voté en cas d'encore stable. En cas d'encore stable, les CP2,5 sont contre-indiqués. Bon. 33% ont voté pour la contre-indication en association avec les IRS, car ça majeure les potentiels orthostatiques. 10%, ils ont contre-indiqué les EP2,5 en cas de prise des anticoagulants. 2%, ils ont contre-indiqué les EP2,5 pour les patients asthmatiques. Donc, c'est un patient asthmatique, donc ne prescrit pas des EP2,5. Et 5% ont voté, ils ont dit que l'EP2,5 est contre-indiqué si l'âge de patient est plus que de 75 ans. Alors, la réponse est juste et
les EP2,5 sont contre-indiqués en association avec les IRS, car ça majeure les potentiels prostatiques. On va passer à la dernière question. Les EP2,5 ne nécessitent pas une stimulation sexuelle. Une seule réponse toujours. Une seule réponse est juste toujours. Hein. Les EP2,5 réduisent la période réfractaire, ce qui permet d'avoir un second rapport sexuel. Le taux de non-répondeur vrai aux EP2,5 est de 70%. Il faut abandonner trop vite les EP2,5 en cas d'échec de la première prise. La neuropathie optique ischémique antérieure est une complication fréquente de la prise des EP2,5. On lance le vote. Donc, la majorité ont répondu par la deuxième réponse, c'est-à-dire les EP2,5 réduisent la période réfractaire, ce qui permet d'avoir un second rapport sexuel. Ça, c'est la réponse juste. Donc, bien sûr, les EP2,5 nécessitent une stimulation sexuelle. Ce sont des facilitateurs. Ce pas des inducteurs de l'érection, ce sont des facilitateurs de l'érection. Le taux de non-répondeur vrai aux EP2,5 est de 70%. Non, il n'est pas de 70%, il est à peu près de 35%. Il ne faut pas abandonner trop vite les EP2,5 en cas d'échec de la première prise. Il faut toujours insister, il faut toujours expliquer aux patients qu'il faut minimum 4 tentatives pour confirmer la non-efficacité d'un EP2,5. Et enfin, la neuropathie optique ischémique antérieure est une complication rare. Ce n'est pas une complication fréquente de la prise des EP2,5. Alors, merci pour ces réponses et merci pour ce sondage. Donc, sans tarder, je passe la parole au docteur Inès Slim. À vous la parole, Inès. Bonjour, bonsoir plutôt, bonsoir tout le monde. Merci Mohamed, mon ami, mon professeur en sexologie, mon collègue, c'est un plaisir. C'est un plaisir aussi de se retrouver ce soir avec, en face plutôt de docteur Abdelazir Bouzouida. J'espère que je vais gagner le combat entre guillemets ce soir. J'ai vu que les réponses étaient un petit peu mitigées. Je vais essayer à partir de cette présentation de vous convaincre de la place du moins de sildenafil dans la dysfonction érectile chez ce monsieur. Bien sûr, on va partir de ce cas clinique. Je remercie aussi la STSC qui m'a donné confiance pour animer cette controverse. Donc, je ne vais pas reprendre le cas, vous l'avez bien détaillé avec Dr Mohamed, mais c'est surtout pour insister que si on va parler thérapeutique, on ne peut pas s'empêcher de passer par 3 étapes essentielles pour prendre cette décision thérapeutique. Il faut bien s'assurer de votre diagnostic, bien s'assurer des différents facteurs étiologiques que ce patient présente et, excusez-moi, ça part au sol. Pardon. Alors, s'assurer de la partie étiologique et enfin pour être sûr de la démarche thérapeutique qu'on va donc prendre. Le trouble sexuel que présente ce monsieur, certes c'est un trouble de l'érection, c'est clair, mais il faut bien être sûr que c'est pas un train qui en cache d'autres. Il faut être sûr qu'il n'y a pas de trouble du désir, pas de trouble de l'éjaculation, pas de trouble de l'orgasme associé. Donc chez ce patient, c'est un trouble de l'érection isolé qui est défini, comme vous le savez, par une incapacité persistante ou récurrente pour un homme à obtenir ou à maintenir une érection du pénis suffisante pour permettre une activité sexuelle. Ça doit être, selon la définition, survenir depuis au moins 3 mois, ce qui est le cas pour notre patient.
Donc, c'est une pathologie, comme vous l'avez dit, professeur Mohamed, très fréquente, la plus fréquente de l'homme, généralement sous-déclarée. Si vous avez remarqué, dans ce cas-là, c'est la femme qui a donc ramené son mari pour la consultation. Pas mal de fois, il y a une gêne, c'est sous-diagnostiqué, et pourtant, c'est un premier marché des charlatans, c'est un premier marché aussi de contrefaçon des médicaments, d'automédicaments, d'où l'intérêt effectivement de discuter la prescription donc des traitements dans le cas de la dysfonction érectile. C'est une étiologie multifactorielle, c'est pour ça qu'il faut bien prendre le temps pendant la consultation de décortiquer le cas. Généralement, c'est un marqueur de pathologie sous-jacente. Comme vous le savez, c'est un révélateur de maladies cardiovasculaires. Je vous rappelle que M. SH est hypertendu, donc déjà il a une maladie vasculaire, et donc avec ce problème de dysfonction érectile, on est devant une maladie endothéliale claire. Une des questions que pose votre patient directement, surtout qu'il a été ramené par sa femme, est-ce que mon âge est en rapport avec tout ça? Certes, la dysfonction érectile, elle est plus fréquente avec l'âge, mais il ne faut pas s'arrêter à ce point-là. Il faut rechercher d'autres facteurs. Il faut même poser la question concernant l'âge de la partenaire. Ici, la femme, elle est ménopausée, mais dans ce cas-là, elle est demandeuse, et donc ce n'est pas un problème de la part de la partenaire. Les facteurs qu'on va détailler, généralement, c'est des facteurs psychogéniques, des facteurs organiques. Chez ce patient-là, il y a des signes en faveur de la partie organicité, ça part tout seul, début progressif, érection nocturne de mauvaise qualité, éjaculation à verge molle. Il n'y a pas, d'après donc l'interrogatoire, de conjugopathie, mais d'un autre côté, il y a d'autres signes psychogènes, comme l'existence d'un facteur déclenchant, la conservation du... pardon, je ne sais pas pourquoi ça part tout seul à chaque fois, je m'excuse. Hein. Donc, il y a un problème. Est-ce que je perds le contrôle ou je ne sais pas. Alors, il y a conservation du désir, il y a des facteurs déclenchants comme le début qui était brutal après des conflits au travail, l'examen clinique est normal. On n'oublie pas la part de l'anxiété qui peut être un facteur surajouté pour donc aggraver la dysfonction érectile de ce patient. Généralement, c'est un problème qui est mixte. On ne va pas dire que c'est purement organique ou purement psychogénique. Généralement, c'est mixte. On a une base psychogénique avec des maladies sous-jacentes, l'utilisation de certains médicaments, plus d'autres facteurs qu'il faudra rechercher. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça, parce que ces facteurs-là peuvent changer la décision thérapeutique en réalité. Donc, on cherche la composante vasculaire, et chez ce patient-là hypertendu, il y a cette composante artériolaire intrapénienne avec l'artériosclérose. Il ne faut pas oublier de chercher le diabète chez ce patient, il peut être méconnu. La dysfonction érectile peut être le premier signe de découverte du diabète. Le tabac, mais là, le patient a été sevré depuis 12 ans. La part neurogénique également, est-ce qu'il a une neuropathie périphérique, aussi qui peut être méconnue suite à un diabète. Une endocrinopathie, il faut insister sur l'examen clinique et les signes d'orientation. Également, dans ce cadre-là, la dysfonction érectile peut être le premier signe de révélation d'une maladie endocrinienne, dysthyroïdienne, hyperprolactinémie, un hypogonadisme. Un placard important ou un tiroir important à fouiller, c'est le tiroir des médicaments, surtout les antihypertenseurs. Il faut bien vérifier est-ce que le patient prend combien d'antihypertenseurs, quel type, leur impact sur la fonction sexuelle. Des fois, c'est le patient qui se plaint, peut-être mon traitement a un lien avec mon problème sexuel, ça peut engendrer même une inobservance dans le traitement antihypertenseur. Donc, tout ça, c'est des détails à vérifier avec votre patient ou d'autres médicaments qu'il est en train de prendre ou d'autres drogues, tabac, alcool, etc. Alors, les traitements généralement qui sont impliqués dans les problèmes sexuels, c'est généralement les diurétiques, les spironolactone, les bêta-bloquants, pas tous, les antihypertenseurs centraux. Généralement, les antagonistes du calcium sont neutres,
Les alpha-bloquants, même chose. Ce patient-là est sous IEC, je vous rappelle, généralement, et ça, il faut rassurer le patient, parce qu'il y a aussi la part anxiété, que généralement, l'IEC n'a pas un effet néfaste sur la fonction sexuelle. Il y a même des idées, des données scientifiques que ça peut être même un améliorateur, un booster d'activité sexuelle, même si dans l'étude en target, ce point-là n'a pas été confirmé. Systémique, on n'oublie pas qu'on peut avoir d'autres maladies à rechercher. Donc, tous ces tiroirs-là doivent être fouillés, sans oublier le contexte actuel bien particulier. Je ne vais pas trop ouvrir la parenthèse, mais je vous rappelle qu'on est en pandémie Covid. Il y a des données actuelles scientifiques sur le post-Covid, l'effet du virus et son tropisme par rapport aux testicules et la possibilité que ça peut engendrer, il y a des données, ce n'est pas encore confirmé à 100%, mais il y a des données que ça peut aggraver la fonction érectile avec un stress psychologique surajouté. Donc, ça aussi, il faut le prendre en considération. Donc, on a vu la démarche diagnostique étiologique. Donc, le symptôme, il est révélateur de plusieurs pathologies à rechercher. Le plus souvent, comme vous avez vu, origine vasculaire aggravée par un facteur psychogène. Ceci n'aura pas d'incidence sur le choix de traitement. Par contre, si en diagnostic, au moment de l'examen clinique, des signes qui orientent vers une pathologie hormonale ou la présence de médicaments qui ont un effet sur la fonction sexuelle, là, ça peut avoir une incidence sur le traitement, puisqu'il y aura des traitements peut-être qu'il faudra switcher, peut-être il faudra ajouter un traitement hormonal pour avoir une réponse sexuelle satisfaisante. Donc, tout ça a de l'importance avant de décider de traiter votre patient par le médicament révolutionnaire qui est l'IPDE5. Vous savez qu'il y a eu toute une évolution depuis les années 60 avec la théorie plutôt psychogénique. Après, c'est les chirurgiens qui ont pris le dessus. Après, c'est plus avec l'apparition des injections intracaverneuses, les explorations radiologiques. Et enfin, dans les années 90, il y a eu l'apparition des IPDE5 et la stratégie complète de la prise en charge de la dysfonction érectile a changé et est devenue donc mieux codifiée. Bien sûr, codifié dans un sens d'entretien, des axes à rechercher à chaque fois. Comme je vous ai dit, ça nécessite une consultation à part entière pour bien décortiquer le symptôme, l'histoire médicale, les médicaments, l'histoire sexuelle, l'histoire du couple, le partenaire, sa sexualité, tout ça. Bien formuler la demande réelle du couple. Est-ce que les deux, ils ont la même plainte? Ça aussi, c'est un point important. L'examen clinique, chez ce patient, c'était un examen clinique qui est normal. Donc, on peut s'arrêter à un examen biologique systématique qui doit inclure obligatoirement la glycémie, l'hémoglobine glyquée, un bilan lipidique, puisque ce patient-là est déjà hypertendu, et on discutera, selon l'examen clinique, le dosage ou pas de testostérone. Dans ce cas-là, ça ne va pas être indiqué puisque le patient ne présente pas de signes d'hypogonadisme. D'autres dosages plus poussés vont être demandés selon le contexte. Donc, si on est dans un cadre, comme c'est chez ce monsieur-là, de dysfonction érectile isolée, avec un examen qui paraît normal, traitement de première ligne, ça reste le traitement oral IPDE5, dont le mécanisme actuellement est très bien connu puisque ces molécules-là vont se fixer sur donc, la 5-phosphodiesterase et donc avec cette fixation, ils vont empêcher la dégradation de la GMP cyclique, sa concentration va s'élever et ceci va permettre l'augmentation donc de flux sanguin au niveau caverneux et donc une meilleure érection plus durable et de bonne qualité. Actuellement, comme l'a dit Dr Mohamed, il y a 4 IPDE5 dans le monde. Le premier, c'était le sildenafil en 98, Vardenafil en 2003. Après, le tadalafil qui est présent en Tunisie, disponible, c'est en 2003. En 2008, il y a eu donc l'autorisation de l'utiliser sous forme orale quotidienne. En 2011, on a eu aussi l'autorisation d'utiliser par les urologues dans l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il y a eu également possibilité de traitement de sildenafil et tadalafil dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et enfin, en 2012, il y a l'autorisation par le Food and Drug Administration pour la vanafil en 2012. Donc, les différences
existe, surtout en termes de délai d'action entre le sildenafil et tadalafil, aussi au niveau du délai d'action, c'est ça la vraie différence. Mais ce qui est important à souligner, c'est que sur le plan efficacité, puisque c'est ce que cherche notre patient et sa femme d'ailleurs, c'est l'efficacité et la réponse. Et ces deux médicaments ont prouvé leur efficacité de façon comparable. D'autres différences peuvent se voir par rapport à des précautions à prendre par rapport au repas, surtout quand c'est un repas qui est copieux. Il faut que le sildenafil doit être pris à distance. Les contre-indications restent aussi comparables. Alors, me concernant, pourquoi j'ai choisi pour vous donc de prescrire à ce patient-là cette molécule de sildenafil? D'abord parce que c'est une question de chiffres. Ça reste the original inhibiteur DPE5, puisque si vous cherchez l'originalité, ça va être le premier médicament qui a été donc mis sur le marché. Si on regarde un petit peu les publications sur PubMed, pour sildenafil, ça a commencé depuis 1996 et on compte jusque-là, puisque 8000 papiers qui ont été donc publiés sur PubMed sur le sildenafil. Rien qu'en 2021, on compte jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, 200 papiers publiés sur sildenafil. Par contre, pour la tadalafil, et pourtant c'est un traitement qui est nouveau, on est à un quart des publications et cette année même 2021, on n'a pas atteint les 100 papiers sur tadalafil. Donc, même si c'est un traitement ancien, ça reste toujours un traitement d'actualité et beaucoup de papiers sont actuellement donc présents sur PubMed. Vous savez que plus que 20 millions d'hommes ont été traités par sildenafil pendant les 6 premières années. Donc, quand même, c'est un chiffre qui est très important. Question de chiffres aussi, si on regarde un petit peu ce qui se passe aux États-Unis, ça c'est une étude en real life, c'est-à-dire on voit comment les médecins ont choisi les traitements pour leurs patients et on voit que le choix était fait plus vers le sildenafil à 48% de façon significativement plus importante que les deux autres inhibiteurs DPE5, sachant que cette étude a quand même inclus un nombre important à 287 000 patients qui ont été inclus dans cette étude. En termes d'argent aussi, le sildenafil se place en premier avec, en 2011, 1,98 billion de dollars dépensés sur cette molécule. Pardon. Alors, deuxième point qui me pousse à choisir le sildenafil aussi, c'est ce point d'efficacité. Ça a été donc confirmé dans plusieurs études, dans cette méta-analyse, à 16 études, versus placebo, c'est un traitement qui a donc prouvé son efficacité à 69% versus placebo à 35%. La dose initiale, selon les études, soit 50, soit 100. On a comparé ces deux dosages parce que ça existe dans le quiz. On peut commencer par les 50 mg. On a donc un gain en termes de qualité d'érection, de baisse de taux d'anxiété, la fréquence de rapport. Mais on a remarqué aussi qu'en débutant par le 100 mg, il y a une meilleure satisfaction et moins d'anxiété qui a été remarquée que quand on commence par le 50 mg. Mais ça reste un choix au cas par cas. Tout dépend du patient. Troisième point important, c'est l'adhérence. Parce que ça, c'est un point important dans l'efficacité à long terme. Adhérence et persistance d'effet. Quand on a comparé les deux molécules, sildenafil et tadalafil, là, on a trouvé un résultat qui est comparable. C'est-à-dire, malgré les effets indésirables qu'on connaît et que généralement, ils sont plus associés au sildenafil par rapport au tadalafil, on a remarqué dans cette méta-analyse que l'adhérence à 3 mois et à 6 mois pour les deux molécules était pareille et que la persistance d'efficacité à 3 mois et à 6 mois était aussi pareille. Donc, à long terme, même s'il y a des effets indésirables, il n'y a pas d'impact sur l'adhérence et sur l'efficacité. C'est vrai qu'il y a ce point de douleur musculaire qu'on voit plus avec le tadalafil par rapport à son récepteur PDE11 qui est spécifique au tadalafil. Le reste, c'est plus fréquent avec le sildenafil. Ce qui est aussi intéressant dans cette étude, l'étude américaine où on a observé l'attitude des patients face à ces médicaments, on a vu que les patients qui ont fait un switch de sildenafil à tadalafil, c'est un nombre qui est significativement moindre que les patients qui ont fait un switch de tadalafil à sildenafil, ce
qui aussi donc, va en faveur de la molécule sildenafil. Reste un point important qu'il faudra discuter avec votre patient, c'est les préférences du patient. Plusieurs facteurs peuvent être inclus dans ces préférences. Il y a la réponse érectile, il y a les effets indésirables, il y a les réponses aux besoins et aux attentes du patient et les effets aussi sur la relation avec la partenaire. Tout ça a été étudié dans plusieurs études, mais j'ai souligné pour vous que dans une étude qui est quand même avec un nombre important en Russie, le sildenafil, mais sous sa forme oro-perceptible, c'était le médicament le plus choisi par le patient et par sa partenaire. Pour la Chine, ils vont plutôt vers le tadalafil. Si on remarque les détails dans cette étude chinoise, on voit quand même entre tadalafil et sildenafil que ça reste comparable de point de vue confiance en soi chez le patient et aussi de point de vue qualité de vie qui reste un point très important à donc évaluer après la prise d'IPDE5. Donc, pas de différence concernant ces deux paramètres pour cette étude chinoise qui a pourtant préféré le tadalafil. On n'oublie pas que généralement, ça se passe chez des patients polymédiqués, comme notre patient qui est sous antihypertenseur. Il peut prendre aussi, en cas de dyslipidémie, un traitement aussi hypolipémiant. S'il est diabétique, il va prendre aussi un traitement antidiabétique. Donc, dans ce cas-là, peut-être ajouter une prise quotidienne avec toute la pharmacie ambulante qu'il a, peut-être le choix d'une prise à la demande est plus privilégié. Discuter ça aussi avec la partenaire, avec le couple. La fréquence de rapports sexuels va aussi nous aider vers cette prise à la demande ou la prise quotidienne. Quatrième point, avant-dernier, donc c'est le rapport coût-efficacité. C'est un peu différent dans le monde par rapport en Tunisie. Donc, dans le monde, il y a clairement un cost effectiveness en faveur du sildenafil parce qu'il est de loin moins coûteux. Par contre, avec les génériques, et surtout en Tunisie, on a des génériques pour les deux molécules, les prix restent très concurrentiels. Cinquième point important, c'est le risque cardiovasculaire puisque notre patient est hypertendu et on a dit que c'est un marqueur endothélial. Il faut bien évaluer le patient sur le plan cardiovasculaire avant prescription. Ce patient-là, quand même, constitue un risque faible puisqu'il a juste l'hypertension artérielle, il n'a pas d'autres problèmes. Il ne faut pas oublier les contre-indications à respecter avant de décider la prescription. On a eu ça dans un des quiz qui vous ont été donc, posés. La neuropathie optique, certes, c'est un effet indésirable rare, mais s'il existe, il ne faut pas prescrire l'inhibiteur de DPE5. Un point important, même si ça reste un rêve encore, puisque c'est à l'échelle d'animaux et d'expériences in vivo et in vitro, c'est que le sildenafil a démontré une efficacité sur la réduction de l'hyperplasie après une angioplastie ou après la mise d'un stent, ce qui améliore les suites post angioplastie ou post mise de stent, et donc ça a un effet encore bénéfique sur le risque cardiovasculaire des patients fragiles au niveau coronarien. Ça a démontré en plus un effet bénéfique sur la fibrose pulmonaire idiopathique, comme d'autres médicaments qui ont été aussi dans cette étude donc analysés. Je termine par dire qu'actuellement, le sildenafil est aussi en train d'être analysé comme une molécule qui peut aussi combattre l'infection COVID-19 à travers son action aussi sur la GNP cyclique. Il y a actuellement beaucoup de données qui sont en train d'être donc rédigées dans ce cadre-là et qui sont très prometteurs. Il y a même un projet italien qui a été lancé cette année, on n'a pas encore le résultat, qui est en train d'explorer le sildenafil à 60 mg sur 8 semaines pour traiter en phase aiguë et même en phase plus longue le COVID-19. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu sur les vertus de cette molécule sildenafil. Comme toujours, c'est nous qui prennent le début de la prise en charge, mais je laisse la parole à mon ami Abdelazer pour prendre la suite. J'espère qu'il ne va pas vous convaincre. Voilà. Merci. Merci Inès pour cette présentation qui est claire et
très pédagogique. Donc, on est au premier round. Donc, je crois que vous avez remporté le premier round. Donc, en attendant le deuxième round, on va voir. Est-ce que On attend la suite. vous allez être toujours vainqueur? Déjà, par le fond, il va vous influencer par le fond, si Abdelazir. Je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'effectivement, le sildenafil, c'est toujours la première molécule donc, qui a été commercialisée pour la prise en charge de dysfonction érectile. Toujours, c'est la molécule de base dans le traitement de dysfonction érectile. Bon, sans trop tarder aussi, donc je passe la parole au professeur Bouzuit pour défendre le tadalafil. Eh ben, merci. Pour un match. En fait, je ne vais pas entrer en concurrence. Au contraire, je vais m'aligner à ce que Inès a présenté. En fait, donc, je vous salue de cette vue magnifique qui va stimuler un peu cette ambiance romantique dans ce cadre de la Société tunisienne de sexologie que je remercie de m'avoir invité et je remercie le nouveau bureau présidé par mon ami le docteur Mariam Mehbouli à qui je souhaite beaucoup de courage pour garder ce haut niveau initié par notre ami Youssef Khissi que je salue également au cours de ce premier webinaire d'une nouvelle lancée scientifique par ce nouveau bureau. En fait, je vais parler de la molécule de tadalafil. Je ne vais pas être en concurrentiel, mais je vais essayer d'attirer votre attention sur certains points qui vont vous aider à la prescription. En fait, Inès a sûrement raison. Moi, j'espère que j'aurai raison à la fin pour parler un peu de quelques points. Premièrement, notre patient, M. H, est déprimé, il est gêné, il est dérangé. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de raviver la flamme pour rendre un peu l'amour, la joie et la bonne humeur au sein de ce couple, pour améliorer même l'image de soi vis-à-vis de sa femme. Et en fait, comme on a toujours présenté, la sexualité de l'homme n'est pas tellement mécanique, mais on va essayer de pallier petit à petit à quelques difficultés pour résoudre le problème et trouver la solution. Comment et quelles molécules on va prescrire et choisir. J'ai trouvé cet excellent article de pharmacologie égyptien qui va décrire un peu l'approche pharmacologique de la prescription des médicaments lors du traitement de la dysfonction érectile. Et comme vous le voyez, il y a le but du traitement médical, c'est en premier lieu la performance sexuelle, la satisfaction, autosatisfaction, satisfaction de partenaire avec le moins d'effets secondaires. Et là, ça concorde avec toutes les considérations thérapeutiques, c'est-à-dire choisir un médicament qui a un excellent effet biologique, deuxièmement, qui doit être ajustable dans la prise de traitement, mais ça doit être individuel. Et cette phrase clé, elle est importante sur laquelle je vais me baser pour toute la présentation, c'est la satisfaction sexuelle de la performance avec moins d'effets secondaires. Et là, comme vous voyez, il y a des considérations du traitement, mais surtout cette approche entre le patient, le médecin et sa partenaire. Deux phrases importantes également, c'est que la prise en charge de la dysfonction érectile n'est pas prescrire un médicament, donner un traitement, ce n'est pas de la monothérapie, mais c'est un ensemble, c'est un programme de prise en charge et surtout quand il est associé à une bonne exploration et expertise de l'état psychologique du couple, évaluer le couple et ça doit être dans un processus dynamique d'aller-retour, de discussion avec le couple et non pas une prescription comme pour traiter les autres pathologies dont on a l'habitude. La première des choses, c'est la performance. On va choisir une molécule qui aura un effet biologique important, qui va améliorer l'érection. Et là, ça a été montré tout à l'heure que les deux molécules agissent de la même manière sur les corps caverneux en améliorant la qualité de l'érection. Deuxièmement, il faudrait que ça réponde un peu à un effet social, c'est-à-dire améliorer la prise dans un contexte particulier, avec un régime thérapeutique qui s'adapte au couple. De préférence, discuter la prise unique, la prise à la demande, moins d'effets secondaires. Et puis, on voit très bien que plus la durée de traitement est longue, plus la molécule est avantageuse. Et là, c'est un peu l'effet bénéfique du tadalafil qui, soit en prise quotidienne, couvre tous les jours, soit en prise de 10 à 20 mg, qui va couvrir, comme on le sait très bien, une durée qui arrive à 36 heures avec un pic maximal qui arrive jusqu'à 17 heures en moyenne, mais entre 30 minutes et 12 minutes. Cette molécule qui existe sur le marché tunisien après la Révolution, c'est un des gains de la Révolution en Tunisie, en dosage de 5 mg, de 10 et de 20. Évidemment, on va choisir une molécule qui a moins d'effets secondaires et surtout pour garder le suivi.
Deuxièmement, il y a également un confort de prescription. Le tadalafil est une molécule qui, on peut la prendre en prise libre, on n'est pas obligé de s'adapter à l'heure des repas. C'est important chez tous les patients, le patient hémodialysé, le patient qui a une insuffisance hépatique, le sujet âgé, sans adapter la dose de cette molécule. Les deux derniers points sur lesquels on va se baser sur la prescription, c'est premièrement les mauvaises expériences initiales. C'est-à-dire que quand il y a un échec de prise de traitement, il ne faut pas désespérer, il faut expliquer aux patients, il faut parfois changer de traitement, il faut parfois changer de molécule, augmenter de dose, ça a été discuté dans les questions tout à l'heure. Et surtout, le deuxième point, c'est que le succès initial est important. Et donc, nous avons intérêt à bien évaluer le patient et le couple afin de donner le traitement efficace pour avoir une bonne réponse initiale. Ça va permettre d'améliorer les réponses d'après et surtout un traitement qui va s'adapter au style de vie du couple. Et donc ici, c'est un peu particulier. Nous, médecins, on va être confrontés non pas à un patient, mais à un patient et sa partenaire. Et on a un rôle important à jouer pour remettre un peu cette ambiance au niveau du couple et non pas, comme on fait tous les jours dans les autres pathologies, traiter un patient. Et là, c'est une approche un peu particulière qui fait le charme de la sexologie, mais également de prise en charge des couples pour la fertilité où il y a beaucoup de points communs. Et là, le médecin doit avoir quelques cartes à jouer pour essayer de raviver cette flamme. Et donc, sans oublier que l'érection, c'est un truc combiné avec les vaisseaux, les tissus, les hormones, le système nerveux, etc. La première carte jouée, l'as de cœur et le désir et l'excitation. On ne peut pas parler des inhibiteurs de phosphodiesterase chez un homme qui a des problèmes de désir. Notre patient ASH n'a pas de souci de désir, mais il faut insister que quand on prend les inhibiteurs de phosphodiesterase, il faut insister sur la phase d'excitation. On ne peut pas parler de désir sans parler d'excitation et sans les effets des inhibiteurs phosphodiesterase. Et on sait très bien que trop d'attente peut tuer le désir et tuer cette excitation pour stimuler un rapport sexuel. C'est pour cela que le tadalafil offre un peu cet avantage en ayant une durée de vie de 36 heures et donc ou en prise quotidienne permettra d'avoir des rapports sexuels de manière spontanée et d'éviter d'avoir des rapports programmés. Deuxième facteur, ce que j'ai nommé ici le roi de cœur, c'est l'érection nocturne, qui a été toujours présentée comme étant un facteur pour orienter vers une origine organique ou une origine psychogène. Ici, moi, je la présente pour l'utiliser, pour expliquer un peu cette nouvelle notion de la rééducation périnéale. Aujourd'hui, on sait très bien que l'érection nocturne est un moyen de maintien de la qualité des corps caverneux lors du sommeil paradoxal, permettant une bonne oxygénation des corps caverneux et donc évitant la fibrose des corps caverneux. Ainsi, c'est basé le principe de la rééducation pénienne. Tadalafil, en prise quotidienne, permet d'avoir un taux stable pendant une longue durée et donc stimuler un peu et entretenir cette érection matinale qui permettra d'améliorer la qualité des érections plus tard, même en association thérapeutique. Enfin, Madame de cœur, c'est la demande du couple. C'est très important d'évaluer le couple et d'avoir une idée sur le rythme que cherche le couple. Est-ce qu'il cherche des rapports réellement programmés ou il cherche plutôt la spontanéité pour garder le charme des rapports? Et quand on creuse un peu dans le comportement sexuel du couple, on voit qu'en posant la question « quel est le meilleur temps ? Quel temps demandez-vous ?» c'est toujours la phase des préliminaires et la phase de l'excitation. Et donc, un rapport programmé, ça tue toujours. Et donc, on cherche toujours un peu la spontanéité grâce à la demi-vie ou longue ou grâce à la prise quotidienne. Maintenant, comment choisir? Est-ce qu'on choisit une pilule bleue où il y a le contrat de confiance, le contrat de calme, de fiabilité, une pilule jaune avec le bonheur, une pilule orange où il y a de l'énergie, ou peut-être il y aura peut-être un beau jour des pilules rouges, roses ou autres. Et donc, comment aller chercher? Quand on va sur PubMed, il y a plus que 1000 publications. Le tadalafil, il y a 660 publications. Mais quand on voit, c'est partagé en 3 rubriques. Quelle est la meilleure molécule? La comparaison entre prise quotidienne et prise à la demande. Et enfin, le problème de… vous me voyez? Et le problème d'autres effets de tadalafil. Sur cette étude de méta-analyse de l'Association européenne d'urologie, où on s'est posé la question sur les inhibiteurs de phosphodiesterase, on voit que, en comparant les scores EF5, on voit que le tadalafil est aux alentours de 30%,
que ce soit à la dose de 5 mg, de 10 ou de 20, on est entre 30 et 40%. Mais quand on compare avec les effets secondaires, on voit très bien que le tadalafil 5 mg présente moins d'effets secondaires, aux alentours de 12%, ainsi que le 10 et 20 mg en comparant aux autres molécules. L'autre question qui s'est posée par rapport à la prise quotidienne ou la prise à la demande. Par rapport au placebo, l'amélioration elle est significative, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Mais quand on compare prise à la demande à la prise quotidienne, on voit très bien qu'il y a une amélioration de la qualité, même si l'effet biologique est le même avec une bonne érection. Et en cas de non-réponse au tadalafil à la demande, on a observé qu'il y a une amélioration à peu près de 50% des cas quand on permute entre prise à la demande et prise quotidienne, qui est aujourd'hui très recommandée, permettant d'améliorer, comme je l'ai présenté tout à l'heure, l'oxygénation des corps caverneux. Et donc, la conclusion de cette méta-analyse, il faut une discussion approfondie avec le patient pour voir et sa partenaire, pour voir un peu le mode de vie et le profil sexologique que désire ce couple. Et on va choisir entre efficacité immédiate et surtout moins d'effets secondaires et une bonne tolérance. Les effets secondaires sont pratiquement comparables, je ne vais pas en revenir. Le deuxième type d'article qu'on voit sur PubMed, c'est la comparaison entre prise unique et prise à la demande, où voit l'efficacité, la prise quotidienne, elle améliore de façon significative le score EF5 avec moins d'effets secondaires. Et là, on revient toujours à notre dame de cœur, c'est-à-dire le souhait du couple et l'évaluation du couple. Mais par ailleurs, le tadalafil a d'autres avantages. Le premier, c'est les troubles urinaires. C'est notre patient ASH. La question qu'il faudrait poser systématiquement, est-ce qu'il a des syndromes du para-appareil urinaire? Ça a été présenté par les SBAU aux troubles du para-appareil urinaire, surtout ce qu'on appelle les troubles de la vase de vidange, c'est-à-dire les troubles uritatifs, ces urgenturies, les besoins impérieux, quelques fuites urinaires. En fait, ça s'explique par un relâchement également du musculature lisse de la vessie. Et donc, aujourd'hui, ça a été montré qu'en associant le tadalafil 5 mg avec un alpha-bloquant, mais certains même ont publié le tadalafil seul, ça va améliorer, le score EPSS, c'est un score qu'on utilise en urologie pour évaluer le retentissement de la prostate sur la qualité de vie et la gêne urinaire. Le Qmax, c'est-à-dire le débit maximal qui est nettement amélioré par cette association, mais également le score IEF5. Et là, c'est un des avantages aujourd'hui de tadalafil chez les patients qui ont en même temps des troubles urinaires du bas pareil et un problème de dysfonction érectile. Vous voyez que l'association, il y a une amélioration significative. J'ai trouvé une publication sur l'apport du tadalafil dans l'approche du syndrome des symptômes de la dépression. C'est une étude quand même de 60 patients avec un score de dépression, un score UF5, avec, vous voyez, l'âge entre 20 et 65 ans, et en réalisant des visites 1, 2 et 3 après 2 mois de prise quotidienne de tadalafil 5 mg. Vous voyez qu'il y a une amélioration significative de score du UF5, l'amélioration significative de l'EPSS, du score de qualité de vie et du syndrome de la dépression. Et en voyant un peu la discussion au niveau de cet article, ils expliquent en deux hypothèses. Un, en améliorant le problème érectile et urinaire, on va sûrement améliorer la dépression, mais par ailleurs, ils décrivent également un autre apport. Aujourd'hui, comme ce que savent les psychiatres mieux que moi sûrement, un effet central, peut-être à discuter un autre jour de tadalafil sur les symptômes de la dépression. Et donc, du coup, on va peut-être améliorer les symptômes de notre patient SH s'il a des troubles urinaires, il a une gêne vis-à-vis de sa partenaire, on va améliorer ses troubles urinaires, sa fonction érectile, également sa qualité de vie. Et donc, pour ne pas laisser mon ami seul dans cette discussion, je vais lui tendre la main pour lui proposer en fait une association. On ne va pas terminer ma présentation en restant chacun isolé dans son coin. Et là, il y a une publication sur l'association tadalafil 5 mg qui va permettre un taux basal d'inhibiteur de phosphodiesterase permettant une amélioration de l'oxygénation, un peu plus de liberté d'action du couple. Et on va ajouter de sildenafil 50 mg. Ça a donné un excellent effet pour les dysfonctions érectiles sévères, comme le montrent ces tableaux, sur une population où il y a 90% en groupe 1 et 2. Le groupe 1 a reçu du tadalafil 5 mg, le 2 a reçu l'association. Les deux groupes sont comparables, mais on voit que le résultat il est nettement meilleur en cas de dysfonction érectile sévère. Et donc, les effets secondaires sont pareils quand on associe deux inhibiteurs de phosphodiesterase. Évidemment, je ne vais pas parler de tout le bilan qui doit être fait avant, mais les effets secondaires sont comparables aux monothérapie ou en association.
Et donc, pour terminer, quelles considérations prendre? C'est un peu, il faut que le clinicien, il faut qu'il y ait 5 considérations dans sa tête, à savoir l'expérience initiale d'un traitement donné par un autre confrère ou automédication, le schéma thérapeutique par les effets secondaires, le style de vie, l'intérêt du couple, le mode de vie du couple, cette angoisse de performance, le fait biologique. Et donc, des cartes à jouer, des points à prendre en considération pour raviver la flamme, pour améliorer la qualité d'érection. En fait, on est là pour essayer d'améliorer la qualité de ce couple. Je vous remercie pour votre attention et la discussion, elle est ouverte et que ce soit modéré par mon ami Dr Mohamed Halija. Merci d'activer votre micro, Dr Halila, s'il vous plaît. C'est bon. Merci. Donc, merci, Saad Abdelazer, pour cette excellente présentation qui était claire et bien précise. Donc, vous avez bien défendu la place de l'adalafil dans la prise en charge des dysfonctions érectiles. À mon avis, on est en égalité entre le premier round et le deuxième round, donc c'est bon. Alors, peut-être la discussion, elle est ouverte, donc on va passer aux questions. Donc, je peux voir la rubrique QR parce que j'ai noté quelques questions. Une question pour professeur Bezouita, si Dr Samir Exis qui a posé la question. Est-ce que la durée d'action de 36 heures de tadalafil, est-ce qu'elle est adaptée aux patients qui ont un haut risque cardiovasculaire? En fait, la durée ne va pas, elle n'est pas différente entre les molécules. Ce qui est important à noter, c'est que les inhibiteurs de phosphodiesterase, quelle que soit la molécule, l'approche vis-à-vis de ces patients qui ont les facteurs haut risque cardiovasculaire 3 de Princeton, c'est la même approche. 12 heures ou 36 heures ou 5 heures, ça ne change pas. La durée, c'est juste un moyen pour faciliter la spontanéité des rapports. Mais donner ce médicament pour des patients à faible risque de façon d'emblée, oui. Le deuxième stade, après un examen coronarien, évaluation du terrain, oui. Mais pour le haut risque, ça se discute même pour se donner ces traitements en fonction des risques de toutes les molécules et non seulement le tadalafil parce qu'il y a une durée de 36 heures. Merci. Une question pour Dr Ineski. C'est un spectateur anonyme. Est-ce que la sévérité de la dysfonction érectile est un facteur à prendre en considération pour le choix de la molécule et de la posologie? Alors, c'est une très bonne question. En fait, de la molécule, je ne pense pas, parce qu'il a vu qu'en comparant les deux molécules sur le plan efficacité, c'est très comparable, puisque là, on vise une efficacité. Dans ce cas, probablement, j'irai plus vers une dose maximale d'emblée, parce qu'il y a aussi cette angoisse de performance qu'on peut augmenter et aggraver si le patient, malgré avec cette sévérité de dysfonction qui persiste, malgré qu'il a commencé son traitement. Donc ça va encore compliquer la prise en charge si on ajoute encore de l'angoisse en commençant par une dose moyenne ou faible. Donc une forte dose d'emblée, oui, mais quel que soit le type de traitement. C'est pour appuyer un peu la réponse de Inès. Il faut réussir le premier traitement. C'est important, la première approche. Et donc, certains utilisent d'emblée des fortes doses, certains utilisent même la prise quotidienne en association. Il faut gagner la confiance, améliorer l'image de soi. Ensuite, on peut jongler avec les médicaments. On peut même switcher au début un traitement quotidien. Ensuite, quand le malade vous rapporte qu'il n'a pas besoin de rapport spontané, que c'est programmé, c'est une fois par mois, etc., on peut jongler par les molécules. Il n'y a pas vraiment d'algorithme standard, mais il faut réussir le coup. C'est-à-dire à la première consultation, il faut qu'on gagne et puis on va discuter. Et là, c'est une approche importante du couple et de la sexologie de façon globale. Très bien. Une autre question pour professeur Bezouita. Le tadalafil à la dose de 5 mg dans le cadre de protocole de prise quotidienne de tadalafil,
est-ce qu'il nécessite vraiment un examen cardiologique systématique? En fait, c'est la même réponse que tout à l'heure pour les 36 heures. L'approche, c'est que l'examen cardiologique, il est demandé, en fait, pas pour le traitement en soi, parce que les inhibiteurs de phosphodiesterase sont des protecteurs du cœur. En fait, la dysfonction érectile, comme ça a été dit au début par Dr Slim, c'est un marqueur artériel et donc nous, on demande l'épreuve d'effort pour chercher une coronariopathie asymptomatique parce que les inhibiteurs de phosphodiesterase sont des protecteurs. Et ce qui est néfaste pour le cœur, ce n'est pas réellement la molécule, mais c'est le rapport sexuel qui va entraîner une consommation importante d'oxygène par le myocarde et c'est le rapport qui va être létal ou qui va engendrer des problèmes coronariens. Et donc, l'examen cardiovasculaire a un intérêt de détecter la maladie et ils n'ont pas dans le cadre toujours pré-thérapeutique pour donner la molécule. Et donc, parfois, c'est une confusion d'idées, mais faire le bilan pour un malade chez qui on suspecte un problème organique, oui, mais un jeune malade qui a un problème, je dirais 100% psychologique, même s'il n'y a pas vraiment cette barrière stricte entre les deux, on peut le donner sans examen cardiovasculaire systématique. Très bien. C'est une question qui a été posée par le professeur agrégé Hans Kabir, qu'on salue. Quelles sont les contre-indications absolues à l'association de deux EP2,5? Inès, si vous pouvez répondre. Alors, je pense à Dr Bouzouid, il a abordé l'association, mais je pense que ça reste la contre-indication pour chacune des molécules. La contre-indication pour chaque molécule sera encore une contre-indication pour les deux en même temps. D'autant plus qu'il n'y a pas une augmentation des effets secondaires quand on a associé les deux inhibiteurs de phosphodiesterase. Oui. Très bien. Alors, une autre question, quelle molécule vous préférez prescrire chez des personnes âgées de plus de 80 ans? Est-ce qu'il y a une préférence pour une molécule particulière? Ça dépend son terrain aussi, sa fréquence, sa sexualité. On reprend la même discussion en fait. L'exploration aussi cardiovasculaire, parce que j'ai vu, est-ce qu'il doit être exploré? Oui, parce que c'est un sujet âgé avec un risque encore plus élevé cardiovasculaire, avec une dysfonction érectile qui peut être un marqueur. Hein. Ça peut aussi être un marqueur de déficit androgénique lié à l'âge. Donc, même sur le plan hormonal, c'est un patient qui peut être exploré. Donc, à 80 ans, on peut avoir d'autres problèmes organiques qui peuvent être explorés. Et dans ce cas, on va prescrire, selon par la suite les résultats de ces explorations, un des deux IP2,5, qu'il soit prescrit en prise quotidienne ou à la demande. Je ne sais pas, Abdelaziz, si tu as une autre idée pour les… Oui. Alors, une question qui a été posée par Dr. Louis El-Sid. Est-ce qu'une consultation spécialisée en cardio est-elle systématique en cas de dysfonction érectile d'origine organique? Oui, on vient d'en parler. C'est le marqueur artériel d'excellence. Aujourd'hui, la dysfonction érectile est considérée comme un symptôme et donc ça peut révéler des coronariopathie asymptomatiques. Et donc, quand on suspecte l'organicité, il faut demander une épreuve d'effort, mais également un biologique minimal à la recherche d'un syndrome métabolique. Et là, je piétine un peu sur le terrain de Inès. Donc, glycémie, cholestérol, triglycérides, c'est le minimum à la recherche des éléments qui définissent le syndrome métabolique. Et donc, je pense que oui. Si tu permets, Dr Ahlil, en fait, quand on a parlé des sujets âgés, je souligne que les inhibiteurs de phosphodiesterase sont à prescrire également pour les malades dialysés, pour les malades qui ont neurologiques. Donc, il n'y a pas de limite. En fait, en sexualité, il suffit d'évaluer le terrain, le besoin du couple pour adapter le traitement qu'il faut, écouter le couple pour donner le traitement adéquat. Il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de limite de terrain, il n'y a pas des gens qui ont le droit à une sexualité ou non. Et donc, ça se discute toujours au cas par cas. C'est pour ça qu'il n'y a pas dans les recommandations d'algorithme clair et bien défini comme on le fait pour toutes les autres pathologies qu'on traite tous les jours. Très bien. Alors, c'est une question au docteur Inès Lim, puisqu'elle est sexologue. Quelle est la prise en charge d'un patient qui présente une dysfonction érectile avec une éjaculation précoce? Vous savez, c'est le couple infernal, dysfonction érectile et éjaculation précoce.
Oui, ça va être pris en charge. C'était dit déjà dès le début de ma présentation. C'est important en face d'un trouble de rechercher le deuxième. Et cette association, elle est assez fréquente et des fois, un symptôme cache le deuxième. C'est important de faire la chronologie de l'apparition de ces symptômes pour bien cerner le problème. Et dans ce cas-là, oui, on va prendre en charge les deux troubles. Pour l'éjaculation prématurée, ça va être une prise en charge en premier de la sexothérapie, mais on peut aussi associer un traitement qui ralentit le délai, plutôt rallonge le délai d'érection, plus s'il y a un trouble érectile, associer également un inhibiteur des PE5. On le fait en fait en association, il n'y a aucun problème. Mais j'insiste sur le volet sexothérapie, parce que sans ça, l'éjaculation prématurée ne va pas s'améliorer. Oui, je suis tout à fait d'accord. Alors, une autre question, quelle dose et molécule préconise-t-on pour les patients sous antipsychotiques et polymédiqués, tadalafil ou sildenafil? Je t'ai pas bien entendu. Alors, je répète la question. Oui. Quelle dose et molécule préconise-t-on pour les patients sous antipsychotiques et polymédiqués? Est-ce qu'on opte pour le tadalafil ou le sildenafil? J'ai abordé aussi ce point dans ma présentation, dans la polymédication. Tout dépend le profil du patient, en fait. Si on va aggraver ce côté polymédication avec un risque de malobservance de traitement, on optera plutôt vers une molécule à la demande. Si c'est un patient, on a senti qu'il préfère que c'est un traitement qui est pris de façon régulière avec le reste des traitements, on préconise la prise quotidienne. C'est-à-dire, c'est au cas par cas, mais moi, personnellement, quand il y a plusieurs médicaments, j'opte mieux vers la prescription à la demande, sincèrement, parce qu'il y a un risque d'inobservance pour les autres traitements, en fait. D'accord. Alors, une autre question, pour la prise de tadalafil, 5 mg et sildenafil, 50 mg, est-ce qu'il faut les prendre séparément? Je crois qu'il a voulu dire, est-ce que le jour où on va prendre sildenafil, est-ce qu'il faut prendre aussi de tadalafil 5 mg ou on peut s'abstenir de la prise de tadalafil? Oui, en fait, c'est une occasion pour répondre à un autre également. C'est que le tadalafil 5 mg, quand on le donne pour une durée prolongée. Il ne faut pas l'arrêter. Donc, ça a été posé pour la durée de 5 mg. On ne l'arrête pas et on peut ajouter du 50 mg sildenafil à la demande en plus. Et donc, le 5 mg, c'est des durées habituellement de voire 3, 4, 5 mois. Il y a même des études qui disent plus la période est longue et plus l'effet il est important. Donc, on arrive à 6, 7 mois parfois. Et les 50 mg sont greffés en fait à la demande en fonction du besoin du couple. Très bien. Alors, une autre question de Hans Kabir, Dr. Professeur Hans Kabir, elle dit quelles seraient les indications de l'association d'emblée? C'est-à-dire, on faut prescrire d'emblée de tadalafil et sildenafil à la demande. سامحني ما سمعتش الكيستيون. Quelles seraient les indications de l'association d'emblée de tadalafil et sildenafil à la demande? En fait, elle peut être discutée quand on suspecte une dysfonction érectile sévère sur un terrain bien expertisé. Pour gagner le coup, on peut donner une période de fond de 5 mg et puis greffer rapidement du sildenafil 50 mg pour redonner confiance au patient. Ensuite, discuter si on prolonge le traitement de fond ou est-ce qu'il faut garder à la demande. Et donc, quand c'est sévère, ça serait bien de démarrer par l'association d'emblée. Très bien. Alors, une question qui a été posée au Dr. Bouzuit, est-ce que les effets indésirables des effets PE5 sont dose dépendantes? Non, ça n'a pas été discuté sur aucun article, donc c'est juste discuter un peu les effets, mais aucun article n'a rapporté la posologie par rapport aux effets secondaires. Alors, une question qui a été posée par notre ami Neil Chabli.
Dr Inès Slim, peut-on prescrire le sildenafil en prise quotidienne? Si oui, ça sera un point marqué. Si oui, bon, si oui, quelle est la dose? C'est non, déjà. Merci, Pour, ça, c'est le soutien du relais. Tu vois, ça, c'est hein? C'est marqué voilà, contre son camp. C'est marqué contre son camp. c'est un an déjà, on n'a pas donc l'autorisation de l'FDA de le faire, hein, on n'a pas cette autorisation. Et de toute façon, si un patient essaie tout seul, il y a le risque d'augmenter énormément les effets indésirables parce que déjà, avec 50 mg à des jours retardés, les effets ils sont là avec le sildenafil. Donc le prendre de façon journalière, en tout cas, il n'y a pas la dose minimale. Et ce n'est pas recommandé, on n'a pas le droit de le prescrire jusque-là. Après, tout est possible hein, dans la science. Jusque-là, on n'a pas le droit. Très bien. Alors, une question, docteur Bouzuit, effectivement, parce que j'allais poser cette question, mais il y a un participant qui a posé cette question concernant le priapisme. Est-ce que le priapisme, qui est secondaire à la prise du PD5, est-ce qu'il y a une relation avec la molécule, la nature de la molécule? Est-ce qu'elle est secondaire à un surdosage? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, concernant le priapisme, sincèrement, quand j'ai lu les différentes publications et même en pratique quotidienne, j'en ai pas vu comme ça beaucoup de situations de priapisme et sincèrement, j'ai pas creusé dans ce sens. Donc, je pense que je vais faire une petite recherche et je répondrai à cette question à une autre occasion. J'ai pas une réponse claire concernant la relation IP2.5 et priapisme. Très bien. J'ai une question, Dr Inès. Quelle est la place de sildenafil qui est dosé à 25 mg? Parce qu'on a parlé de 50 et de 100. Le 25 mg, qu'en est-il? Oui, en fait, dans l'histoire, on commençait avant par 25 mg, mais après, c'est vrai, il l'a bien expliqué, professeur Bouzuit, tout à l'heure, c'est de ne pas rater le premier coup, en fait. C'est pour ça, maintenant, c'est recommandé de commencer minimum par 50 mg. Après, on peut descendre à 25 dans le cas où le patient il est gêné par certains effets indésirables ou switcher vers la molécule, vers une autre molécule. Mais c'est possible de réduire s'il y a une réponse avec des effets indésirables. Mais généralement, on reste entre 50 et 100 dans la pratique, dans notre pratique. Hein. D'accord. C'est Halil, en fait, pour répondre à une question à Dr Bouaziz que je salue, la prescription du tadalafil au long cours concerne le 5 mg. Parce que pour le tadalafil 10 et 20 mg, c'est considéré comme prescription à la demande, avec une durée qui peut arriver jusqu'à 3 jours. Mais la prise quotidienne au long cours, je parlais tout à l'heure du 5 mg et non pas du 10 et de 20 mg. D'accord. Il y a beaucoup de questions qui, sur l'association IRS, c'est les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et les IP2.5. Donc, finalement, c'est une contre-indication relative. Ce n'est pas une contre-indication absolue, mais il y a toujours un risque d'un effet hypotenseur de deux molécules. Alors, une question par Dr Neil Shelby aussi. La réhabilitation après prostatectomie radicale, est-ce qu'elle se fait uniquement par du sildenafil en prise quotidienne ou bien par le tadalafil? Je pense que je vais répondre à cette question. Merci, c'est Shelby encore une fois. En fait, le principe de la rééducation après toute chirurgie pelvienne, prostatectomie, chirurgie de la bifurcation aortique, etc., c'est démarrer le tadalafil 5 mg dès les premiers jours post-opératoires pour le principe d'améliorer l'oxygénation et puis donner à la demande après, plus tard, lors des rapports. Mais ce qui a été publié, c'est le 5 mg. Et ça a été montré également que quand on associe de la psychothérapie avec la prise de 5 mg, on obtient un meilleur effet des molécules par rapport à prise de tadalafil 5 mg seul.
Et ça souligne que même quand il y a des lésions organiques, vasculaires et nerveuses, l'apport de la psychothérapie de soutien psychologique est très important, permettant d'améliorer l'effet des médicaments, d'où l'intérêt toujours d'une vision globale, multidisciplinaire, et non pas, comme ça a été précisé par l'article égyptien, uniquement une prescription pharmacologique, monothérapie, qui ne va pas donner son effet optimal. Très bien. Donc, une question. Bon, prescrivez-vous du tadalafil en ORAM en contenu à la dose de 10 mg? On continue 10 mg? Oui. Non. C'est comme la question de sildenafil tous les jours. Il n'y a même pas d'essai, même pas des gens qui ont essayé. J'en ai pas d'expérience. Je ne sais pas si Mkawer l'a déjà prescrit. Ça peut être un bon sujet de discussion, Mkawer. Donc, peut-être on discutera lors des journées d'urologie. Mais personnellement, je n'ai ni l'expérience, ni une publication en vue. D'accord. Bien, donc je crois qu'on a fait le tour des questions. J'ai une dernière question à Dr Bouzouit. Concernant le tadalafil 5 mg, le protocole de prise quotidienne. Donc, comme vous avez dit, la durée de traitement, c'est une durée de minimum 6 mois. Est-ce que après cette durée de 6 mois, est-ce que on aura la possibilité de ne plus prendre aucun PDE5 après cette durée de traitement? C'est-à-dire la question, est-ce qu'il y a une durée à partir de laquelle on ne va plus prendre des PDE5 à la demande, PDE5 plutôt prise quotidienne? Ce qui a été décrit, c'est que quand l'origine est psychogène, après un certain moment, on peut s'en passer des inhibiteurs de phosphodestérase après avoir passé le cap du problème qui était à l'origine de la dysfonction érectile, après avoir passé le cap. Contrairement à les problèmes organiques, je pense qu'à l'arrêt du traitement, il n'y aura plus de réponse. Et votre question rejoint une autre question qui a été posée pour les diabétiques. En fait, diabétique, c'est-à-dire dysfonction érectile organique. Et ça a été montré que quand on prolonge le traitement, en fait, on peut avoir une amélioration des symptômes. Et tout à l'heure, sur une des mes diapos, j'ai bien insisté sur que quand il y a une cause qu'on peut traiter et quand on peut jouer sur la prévention, on peut gagner en réponse des phosphodestérases, mais surtout sur ce que vous avez souligné, c'est-à-dire essayer d'arrêter ou diminuer les doses plus tard. Et donc, quand on suspecte une maladie endothéliale sans cause curable, c'est-à-dire équilibrer un diabète, donner de la testostérone, équilibrer la tension, lutter contre l'obésité, le tabagisme, etc., là, on peut espérer diminuer les doses, mais je ne pense pas arrêter complètement. Mais à un certain moment, quand on laisse un peu tous ces facteurs-là sans les prendre en considération, à un certain moment, ça va échapper aux inhibiteurs de phosphodestérase. Et là, on sera obligé de passer au traitement inducteur de l'érection et non pas facilitateur. Et là, ça va changer beaucoup la vision de la sexualité au sein du couple. Par contre, pour les problèmes psychogènes, je pense qu'à un certain moment, on peut arrêter quand on arrive à passer, d'où le rôle important de vous, les sexologues et nos amis psychiatres également, qui vont nous aider à passer un peu ce cap qui est à l'origine de la dysfonction érectile. Merci. Donc, merci beaucoup. Donc là, on a fait le tour des questions. Avant de conclure, finalement, il n'y a pas un consensus, il n'y a pas de recommandation entre le choix de tadalafil et de sildenafil. Donc, ça dépend toujours des particularités du patient, de la dysfonction, des particularités de la dysfonction érectile. Est-ce qu'elle est isolée? Est-ce qu'elle est associée? Dans quel contexte sa dysfonction érectile est là? Donc, ça dépend aussi de l'expérience du prescripteur, de sa conviction de l'un des produits. Donc, moi, je dis c'est cas par cas. Alors, avant de clôturer, on va revoir le même cas clinique. Donc, on va poser les 3 premières questions et on va faire un deuxième sondage pour voir est-ce que les avis ont changé après les 2 présentations. Donc, on va passer au cas clinique. Voilà.
En attendant le vote, merci au bureau de m'avoir donné l'occasion de présenter avec Inès Lim. C'est la première fois qu'on présente en binôme. Euh, J'essaie de gagner sa confiance et non pas d'être concurrentiel avec les endocrinos parce qu'un chirurgien sans endocrino ne peut pas survivre. Et donc, collaborer ensemble, c'est la meilleure des choses. Zakales et Mohamed. Oui, bien sûr, ça, c'est- Merci, c'est vraiment réciproque. C'est une très belle occasion. Très bien, on reprend le même cas clinique rapidement. Donc, c'est un monsieur qui est âgé de 62 ans, retraité. Il est marié depuis 26 ans, 3 enfants vivants, sevré du tabac. Il n'est pas diabétique, juste c'est un hypertendu bien équilibré. J'insiste bien sur le fait qu'il est amené par sa femme à la consultation. Le motif de consultation, c'était une dysfonction érectile qui évolue depuis 3 ans d'apparition progressive. Depuis 1 an, aggravation progressive de la dysfonction érectile avec absence totale d'érection depuis 3 mois. Il conserve quelques érections nocturnes et matinales, mais de qualité médiocre. Il n'y a pas d'autres dysfonctions sexuelles associées. Sa femme, que le ramène, elle est âgée de 50 ans, ménopausée, mais elle est encore demandeuse. Pas de conjugopathie, un couple qui est stable. À l'examen clinique, rien de particulier, pas de symptômes de bas appareil urinaire. Donc, il semble très affecté par ce problème, il est anxieux et surtout, il a peur du regard de son épouse. Donc, il est dans l'anxiété. La première question, donc, qu'est-ce que vous lui proposez? Choix unique. Sildenafil 50 mg à la demande, sildenafil 100 mg à la demande, tadalafil 10 mg à la demande, tadalafil 20 mg à la demande et tadalafil 5 mg par jour. On lance le vote. Alors, 36%, la majorité, ils sont pour le sildenafil 50 mg à la demande. Donc, ça n'a pas bougé par rapport aux réponses avant les 2 présentations. Donc, on a perdu un petit peu sur le tadalafil 5 mg par jour parce que avant le test, avant les 2 présentations, on avait 34% qui ont voté pour le tadalafil 5 mg par jour. Et après, après les présentations, c'est 26%. Sinon, le tadalafil 20 mg, il est passé le sondage il est passé de 6% à 15%. Le tadalafil 10 mg à la demande, il a perdu, donc il est passé de 16 à 8%. Et le sildenafil 100 mg, il a gagné un petit peu, il est passé de 7% à 15%. Ben, ça résume tout. C'est que les idées ont été bien fixées. Merci. Très bien. Bien, on passe à la deuxième question. Alors, pour ceux qui ont voté le sildenafil, en cas d'échec, vous associez des fortifiants, vous augmentez la dose, donc vous passez de 50 à 100, vous changez de molécule, donc vous allez prescrire du tadalafil au lieu de sildenafil à la dose de 20 mg à la demande. Vous prescrivez du tadalafil 5 mg par jour, ou bien vous associez le tadalafil 5 mg par jour avec le sildenafil 50 mg à la demande. On lance le sondage. Bien. Donc, on est toujours sur l'augmentation de la dose. Donc, on est resté sur le même pourcentage, à peu près 44%. Par contre,
on a gagné un petit peu sur l'association d'adalafil 5 mg par jour, en association avec sildenafil 50 mg à la demande, parce qu'on est passé de 26% à 44%. Donc, on a deux options finalement. Donc, soit on augmente la dose de sildenafil et passer de 50 à 100, ou bien on va passer au protocole d'adalafil 5 mg par jour en association avec le sildenafil 50 mg à la demande. Bien. On va passer à la troisième et dernière question. En cas d'échec de tadalafil à la demande, donc pour ceux qui ont voté tadalafil, vous associez des fortifiants, vous augmentez la dose, donc vous passez de 10 à 20, vous changez de molécule, sildenafil 100 mg à la demande, vous prescrivez le tadalafil 5 mg par jour ou l'association tadalafil 5 mg par jour, sildenafil 50 mg à la demande. Alors, la majorité, il opte pour l'association d'adalafil 5 mg par jour, sildenafil 5 mg à la demande. C'est vrai, là, on a gagné, donc on est passé de simple au double parce qu'on était à 32% et là, on est à 61%. Donc, ce protocole, je crois, il a convaincu la majorité des participants. 20% donc, sont pour l'augmentation de la dose, parce qu'avant, les deux présentations, ils étaient à 44% qui augmentent la dose de la ville, mais là, on est à 20%. Voilà, donc les attitudes ont changé après les deux présentations. Ça, c'est très important. Mais je crois qu'on reste à égalité. Oui, bah, tant mieux. Hein. Oui. Voilà. Très bien. Donc, Merci beaucoup. On reste complémentaire, Abdelazek. Exactement. Inch'Allah, à la prochaine. Donc, on va clôturer. Donc, je remercie tous les participants et je les remercie aussi pour leur patience parce que quand même, on a dépassé, on était sur 1 heure, donc là, on est à 1h30 de webinaire. Je remercie les deux orateurs. Bien sûr, je remercie le bureau, la Société tunisienne de sexologie clinique d'avoir organisé ce webinaire. Je remercie Maïs qui a assisté techniquement ce webinaire. Et au prochain webinaire. Je n'ai pas de date, je n'ai pas le sujet de controverse de prochain webinaire. Donc, à bientôt. Et tasbih ala khir. Voilà, salut. Merci.